dans un premier temps, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qui a pris acte de l'avis de la Cour et qui a en réalité reconnu toutes les obligations qu'avait énoncées la Cour. C'est-à-dire qu'à une très très large majorité, donc cette résolution qui a été adoptée le 20 juillet 2004 a été approuvée par 150 États contre 6, et je vous laisse deviner quels ont été les 6 États qui ont pu voter contre. Israël, les États-Unis, l'Australie et 3 petites îles inféodées à l'Australie et aux États-Unis. Donc par cette résolution, les États se sont reconnus comme étant débiteurs des obligations qui ont été énoncées dans l'avis de la Cour, c'est-à-dire notamment pour tous les États, l'obligation de non-reconnaissance, l'obligation de non-assistance et l'obligation de faire respecter le droit humanitaire par Israël. Alors, si on examine plus concrètement comment ont été effectivement mises en œuvre ces obligations par les États. Alors, concernant l'obligation de non-reconnaissance, donc ça suppose essentiellement les positions de principe qui vont être prises par les États. C'est-à-dire qu'il faut que les États, dans leurs déclarations, continuent à rejeter l'annexion de Jérusalem, à continuer à déclarer illégales les colonies, etc. Et donc, sur le plan formel, ces obligations ont été et continuent à être respectées par les États, sauf, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les États-Unis sous la présidence de George Bush, puisqu'il y a eu, comme vous vous souviendrez peut-être, ces fameux échanges de lettres entre Ariel Sharon et le président Bush, selon lequel les États-Unis disaient qu'il fallait prendre en compte un facts on the ground, les faits sur le terrain, et notamment les colonies peuplement pour l'établissement du futur statut final, c'est-à-dire que ça laissait entendre que les futures frontières qui seraient établies devraient inclure une partie des colonies établies par Israël. Mais pour le reste, notamment l'Union européenne continue à refléter les positions traditionnelles sur les légalités des colonies, du mur et de l'annexion de Jérusalem. Et comme l'a rappelé Léla Chey tout à l'heure, on retrouve toutes ces positions exprimées extrêmement clairement dans la déclaration du Conseil des affaires étrangères du 8 décembre dernier. Donc là aussi, sur le plan des principes, ça continue à être très clair. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de nos travaux et je vous invite simplement à rejoindre le lieu où vous étiez tout à l'heure pour prendre un thé ou un café. Le nom dit quelque chose, mais C'est un grand plaisir d'accueillir pour cette deuxième partie M. Desmond Travers, qui est membre du conseil d'administration de l'Institute for International Criminal Investigation et qui est membre de la mission d'établissement des faits des Nations Unies sur le conflit de Gaza. En clair, M. Travers a accompagné le juge Goldstone et donc il est un des co-auteurs du rapport Goldstone. The report's mandate was an amplification of a resolution which was agreed by the Human Rights Council, which mainly concerned itself with the actions of the Israeli forces in Gaza during the period the 27th of December 2008 to the 18th of January 2009. It was decidedly one-sided in its mandate, and Justice Richard Goldstone was invited to give a mandate that would be more even and more balanced and more acceptable. And that mandate is in front of you on the screen. That mandate was very important in that it permitted us, members of the Goldstone Commission, to examine events not alone of the Israeli forces in Gaza, but of their belligerents or protagonists, Hamas, not alone in southern Israel,
but also towards their own opponents in Gaza, namely Fatah. It also allowed us to examine actions of the Palestinian Authority towards Hamas supporters in the West Bank, actions of the Israeli security forces towards Palestinians in the West Bank, actions of Israeli security forces towards objectors or rioters, in some cases, towards the war in Gaza in the territories of Israel itself. Why was white phosphorus discharged over Gaza? I can only give you a military opinion. White phosphorus was discharged over Gaza to terrorize the people because otherwise they would have used cluster bombs. But cluster bombs is under a moratorium following the Dublin Conference in May 2008. So they wanted to use something else, and they used white phosphorus, and for sure it did terrorize people. Similarly, the concerns about the destruction of Gaza as a habitation, as an environment fit for human habitation, should be started immediately. I will leave my comments rest on that, and thank you very much. Wat meer is, de Palestijnse autoriteit, en ik moet eigenlijk zeggen de regering van Palestina, heeft een belangrijke stap gezet, misschien belangrijker dan zij zelf vermoeden, in januari 2009, toen de oorlog in Gaza, de actie Castlet, stopte, namelijk door naar het internationaal strafhof te gaan en het internationaal strafhof met verwijzing naar het statuut van Rome als niet-staatpartij, als een staat die geen partij is bij het statuut van Rome, de medewerking aan te bieden in geval het strafhof mocht besluiten tot vervolging en berechting van wie dan ook. En dat wie dan ook sluit niet uit vervolging van Palestijnen en van leden van Hamas in het bijzonder. Waarom is deze stap zo bijzonder? Omdat dit eigenlijk voor de eerste keer is, zou je kunnen zeggen, dat Palestina duidelijk maakt dat het zichzelf beschouwt als een staat.